Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je reçois Charlotte Vallée. Salut Charlotte. Salut, Bienvenue. merci de m'avoir invitée. Écoute, c'est venu assez spontanément. Je pense que tu es la personne que j'invite sur le podcast que je connais le moins, dont on m'a pas parlé. C'est moi qui t'ai découvert sur Instagram. Alors, on peut découvrir plein de gens sur Instagram. Il y a à boire et à manger. Mais je sais pas pourquoi. Ce que tu partageais m'a beaucoup touchée. Et assez spontanément, je t'ai envoyé un message en disant Bonjour Charlotte, on se connaît pas, j'aimerais t'inviter sur le podcast. Après, on s'est appelé au téléphone. On a eu une conversation où je t'ai dit Ah, mais je comprends mieux pourquoi j'ai eu envie de t'inviter. Mais ouais, pour être hyper transparente avec toi, ce matin, je disais à une amie Je prends un risque, je la connais pas, je sais pas. Je sais, tu vois, d'habitude, j'invite un peu des gens qui sont soit experts de leur sujet, soit machin. Et là, c'est vraiment juste un appel du cœur. Donc, bienvenue. Merci. C'est drôle parce que tu m'as démarché à un moment où je venais tout juste de réouvrir les réseaux sociaux. À savoir, j'ai déserté totalement des réseaux sociaux pendant 8 mois. C'est-à-dire que quand tu tapais, une personne qui tape Charlotte Vallée sur les réseaux sociaux ne me trouvait pas. Et le moment où je reviens, je reçois ton message peut-être, 3 semaines, un mois après. C'est incroyable. Donc tu aurais pu également ne jamais me trouver. Ouais, mais donc ça veut dire que c'était écrit. Donc C'est que c'était écrit. c'est super. Et dans la brève conversation qu'on a eue, on s'est dit, ok, de quoi on va parler, parce que de ce que je comprends, tu as eu une vie multiple, tu vas nous la partager. Il y avait plein de thèmes. Moi, ce qui m'a vraiment frappée, c'est ton rapport au détachement. Pour moi, c'est un peu dans les chemins, on va dire, des gens, vers le bonheur, je sais pas vers la sérénité. On entend souvent apprendre à être détaché. Parce que souvent, ce qui nous fait souffrir, c'est d'être attaché. Vouloir les choses sans être attaché, c'est magnifique. Et on a tous ça un peu en ligne de mire. Et ce que j'ai ressenti, alors j'ai peut-être beaucoup projeté sur toi, hein, on va creuser, mais ce que j'ai ressenti, c'est que tu es ceinture noire en détachement. Ton vécu aussi t'a amené à ça. Et c'est bizarre parce que je t'ai à la fois admirée en me disant « Ah ouais, c'est ça vers quoi on doit aller ?» Et en même temps, ça m'a fait hyper peur, pour être franche. Donc, c'est un peu... C'est le fil rouge qu'on a choisi. On va voir où ça nous mène. Mais voilà, se dire comment tu as construit ça, comment tu... Et quel est un peu ton point de vue aujourd'hui? Quand je te dis que ça me fait peur, comment... C'est drôle que tu aies eu peur parce que j'ai jamais entendu une femme, figure-toi, me parler de peur face à ce sujet. En revanche, j'ai été avec beaucoup d'hommes qui ont eu peur de mon détachement. J'ai parfois été quittée parce que les hommes ne trouvaient pas forcément leur place avec moi. Ou alors, il y a certains hommes même qui ont eu du mal à s'engager du fait de mon détachement. Mais je n'ai pas construit mon détachement. Mais alors moi, c'est marrant parce que c'est pas que j'ai peur de toi, pas du tout. Évidemment. Mais en fait, c'est parce que je me suis projetée. Je me suis dit, si toi, Mounia, tu as atteigné ce niveau de détachement, c'est ça qui m'a fait peur. Mais qu'est-ce qui t'a fait peur? C'est intéressant de savoir ce qui t'a fait peur. Justement, je me suis dit, mais si tu n'en as plus rien à faire de rien, est-ce que, par exemple, tu t'en foutras d'avoir que ton business aille bien? J'ai eu peur, par exemple, je me suis dit, mais si ça se trouve, je m'en foutrais qu'il y ait un toit sur la tête de mes enfants. Tu vois, est-ce que je continuerais si j'étais détachée? Mais je pense que je confonds. D'ailleurs, tu m'as donné des petites définitions, on va revenir là-dessus. Mais je me suis dit, mais ça se trouve, oui, je m'en foutrais que mes enfants aillent bien ou pas. Tu vois, je me suis vachement projetée peut-être dans un rôle aussi de mes responsabilités, notamment de maman, même s'il y a plein d'autres choses par rapport à mon entreprise et tout. Je me suis dit, mais si je suis détachée, j'en aurais rien à cirer, je laisserai les trucs partir à volo. Alors que c'est pas parce que t'es détaché que t'as pas envie de bien faire les choses ou de les faire. Le détachement, selon ma vision, ou du moins selon la façon dont je l'incarne, c'est pas du je m'en foutiste. Le détachement, c'est revenir à quelque chose de très essentiel. Et c'est revenir à quelque chose de très essentiel qui part du ventre. C'est presque animal, c'est instinctif. Parce que c'est galvaudé. Qu'est-ce qui est essentiel, de qu'est-ce qui ne l'est pas? On va pas avoir la même définition, toi et moi, de l'essentiel. Mais c'est revenir à un état très primitif. Parce que quelque part, on a été conditionné à s'attacher à des tonnes de choses. On est conditionné à s'attacher à, je sais pas, à ce micro sous prétexte qu'on l'a payé une blinde, à ce veston sous prétexte que, tu vois, tu l'as acheté seulement hier. Mais tout ça, c'est un conditionnement. Et c'est vrai que dans mon détachement, que j'ai pas construit, je pense que quelque part, je suis détachée depuis assez jeune. On reparlera probablement de mon parcours. Mais en fait, dans mon détachement, je suis
Ouais, c'est sûr que je suis très libre. C'est sûr que je suis très libre. Et je ne m'arrête pas sur des futilités. Mais ce que je vais considérer être futilité, mais c'est mon corps qui le considère. Ça monte même pas dans la tête. Tu n'as pas besoin de faire une analyse pour dire non, mais les vêtements, c'est une futilité. Ah c'est non. juste physiquement, tu sens que c'est une futilité. C'est viscéral. D'accord. Ça ok. part de mes viscères. Et ça ne veut pas dire que je ne ressens pas de l'amour pour mes proches. D'ailleurs, peut-être que je ressens beaucoup d'amour, mais parce que je n'ai pas de forme d'attachement. Mais oui, parce que tu es de l'amour inconditionnel pour le coup. De l'amour Sans inconditionnel. attente, sans attente. Aucune attente. D'accord. C'est-à-dire que quand j'aime très fort. Si demain la personne part, c'est parce que la personne sera mieux sans moi. Et comme je l'aime tellement, je veux son bonheur. Donc c'est envole-toi petit oiseau, quoi. En fait, j'aime vraiment la personne pour elle, et pas pour ce qu'elle me fait ressentir. Et pas pour ce qu'elle me donne, pas pour ce qu'elle me procure, pas pour des blessures qu'elle pourrait penser, tu vois, tel un pansement. J'aime vraiment, quand j'aime les gens, je les aime d'une façon très inconditionnelle. D'accord. Alors la partie inconditionnelle, je pense que j'ai quand même saisi ça relativement tardivement, en 2024-2025. J'étais pas autant dans un amour inconditionnel avant. D'accord. Parce que j'ai eu beaucoup beaucoup besoin d'être reconnue, moi, dans ma vie. J'avais quand même la blessure du rejet pendant très longtemps, donc j'avais besoin d'être reconnue. Ouais, je dirais jusqu'en 2023-2024. 2023, je coupe avec l'intégralité de ma famille, et je pense que c'est venu quelque part déraciner certaines blessures qui se sont installées depuis ma naissance, quoi. Ok, alors justement, reviens sur ton parcours, ton histoire de vie qui est assez atypique. Alors tu m'as prévenu avant qu'on commence, tu m'as dit Mounia, j'ai écrit un livre, ça me saoule de faire l'histoire de manière chronologique. Ok, mais juste ton enfance, qu'est-ce qui s'est... T'as vécu quand même des choses assez particulières. Ouais. Mais au-delà du livre, c'est surtout qu'en 2025, j'ai vécu un très long chemin chamanique, notamment avec l'ayahuasca, la psilocybine, le kambo, et c'est venu complètement balayer mon passé. C'est-à-dire que j'ai vraiment vécu une dissolution de l'ego, mais aussi quelque part une dissolution des souvenirs. Alors, mes rêves me diraient l'inverse, mais dans le quotidien, je ne pense jamais au passé. Donc si tu veux replonger dans des choses qui ne me parlent plus, c'est pas très amusant. Mais oui, pour un podcast, c'est quand même toujours intéressant pour comprendre pourquoi est-ce que je suis autant détachée. Figure-toi que j'aurais pu avoir une vie assez classique, parce que je suis arrivée dans un modèle... je suis arrivée au monde, mon père existait, ma mère existait également, donc j'ai grandi de 0 à 5 ans avec 2 parents. Une mère schizophrène, d'ailleurs ça a été détecté relativement tard chez elle, sa maladie. Et un père, il était ce qu'il était, alors assez alcoolique à l'époque quand même. Mais en tout cas, j'ai grandi avec 2 parents. À l'âge de 5 ans, j'atterris à la rue avec mon frère et ma mère. Pour cause, je pense qu'il y avait une certaine forme de violence psychologique et physique, une certaine forme de violence conjugale. Moi, j'étais petite, donc à 5 ans, tu ne te souviens pas de tout. Mais on n'a pas atterri à la rue pour rien. Ma mère a fui, je pense qu'elle a cherché à nous protéger, elle a fui, et du fait de sa situation, elle s'est retrouvée complètement dans la merde avec nous à la rue. Quand je dis à la rue, c'est à la rue, hein. C'était pas, on n'a pas tapé à la porte d'association ou autre, on a vraiment fait la manche, on a dormi sous les ponts. À Paris ? Porte de Choisy, ouais, dans le 13e. Et cette période a duré 6 mois. Et t'allais pas à l'école pendant ce moment? J'allais pas à l'école. J'étais censée être en grande section maternelle. Pendant 6 mois, j'ai loupé l'école. Et du coup, on a connu la rue, alors que c'était pas le cas pendant 5 ans auparavant, tu vois. Et là, j'ai eu très froid à la rue. J'ai eu très froid, j'ai eu très faim. Et je pense que ça m'a connectée au corps, tout ça. Je pense que cette expérience m'a énormément connectée à la puissance du corps. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis quelqu'un de très instinctive, voire animal. Hein. C'est-à-dire que tout passe par mon corps, rien ne passe par ma tête. Et il me semble quand même que cette période a fait que ça a développé mes sens d'une façon un peu excessive. Même un instinct de survie ? Ouais, un instinct de survie quelque part. Et peut-être que de par cette période de vie, je suis consciente que dans la survie, je trouverai des solutions coûte que coûte. C'est peut-être la raison pour laquelle les périodes de chaos, les bouleversements, les effondrements, les ruptures, les séparations, les endettements ou autres ne me font pas peur. Parce que je suis consciente d'à quel point je suis capable de me relever dans la survie. D'accord, donc tu as développé une résilience énorme. Extrême. Extrême. Et qu'est-ce qui s'est passé au bout de 6 mois ? Au bout de 6 mois, on est retrouvés par les flics. Alors, comment ça se fait que ça a mis 6 mois ? Je n'aurai jamais la réalité de l'histoire, tu vois. On a été retrouvés par les flics et on passe devant le juge.
On passe devant le juge et le juge pour enfants demande à mon père s'il est apte de s'occuper de nous. Il a pas voulu. Et pour cette raison, on demande aussi aux parents de ma mère s'ils sont en capacité de s'occuper de nous. Ils ont décrété que non, qu'ils avaient déjà un certain âge. Ils avaient une 60aine d'années à l'époque. Ce qui est fou, c'est que 60 ans aujourd'hui, c'est tellement jeune. Alors que quand tu reviens en 1995, mine de rien, des grands-parents de 60 ans avaient déjà un certain âge et plus toute leur énergie. Et donc, du coup, on est placé à la DAS. On est placé dans un foyer qui s'appelle le foyer Henri Ruel à Fontenay-sous-Bois dans le 94. Et on y passe 3 ans. Donc la DAS, c'est l'ancienne ASE, aujourd'hui c'est l'aide sociale à l'enfance. À l'époque, ça s'appelait la DAS. Mon père avait un droit de visite tous les 15 jours, donc je voyais mon père relativement régulièrement à la DAS. Et quant à ma mère, elle avait un droit de visite, mais beaucoup plus sécurisé, sachant qu'elle avait fait une fugue avec nous une première fois. Elle avait le droit de venir, mais seulement si elle était encadrée. Elle ne venait jamais. Elle ne venait jamais. J'ai un souvenir de l'avoir vue peut-être 3 ou 4 fois à tout casser en l'espace de 3 ans. Tu sais où elle était ? Eh ben, elle était à la rue encore, ma mère. Ma mère était encore à la rue. Les peu de fois où je l'ai vue, elle est venue parfois avec son conjoint de l'époque. Et j'ai le souvenir d'une fois où elle est venue nous rendre visite à la DAS avec des bleus de partout. Donc, elle se faisait battre, ma mère. C'est assez fou l'histoire de ma mère d'ailleurs, parce que elle, pour le coup, c'est une résiliente. Je pense que je tiens ça d'elle. C'est une femme qui a été battue toute sa vie, qui a vécu à la rue sur beaucoup, beaucoup d'années et qui a été violée un nombre de fois incalculable, quoi. Enfin, c'est des chiffres qui sont même... ça fait vraiment froid dans le dos, quoi. Et elle est toujours en vie, et elle est en bonne santé. Alors qu'elle est passée par des phases de drogue. C'est le parcours de ma mère est assez fou. Et d'ailleurs, ce qui est dingue, c'est que dans mon livre, à l'origine, j'ai écrit mon histoire d'une façon assez chronologique. Et finalement, le passage le plus fou, c'était le passage à la rue, et notamment l'histoire de ma mère. Donc, je suis en train de réécrire en ce moment le livre, mais davantage tourné vers ces passages-là. Beaucoup plus que la suite qui est plus... Parce que du coup, une fois que tu étais dans le foyer à Fontenay-sous-Bois, ça allait mieux. Enfin, en tout cas, tu avais une vie plus normale, tu allais à l'école. Ouais. Okay. J'allais en école publique, dans une école qui s'appelle Pasteur, avec des enfants comme nous tous, quoi. J'étais séparée de mon frère parce qu'on n'avait pas totalement... Mon frère a 2 ans de plus que moi, mais à 2 ans près, il était dans le groupe des plus grands. Ce qui fait que je le voyais assez peu. Et dans ce foyer, il y avait 4 groupes pour enfants. Et ouais, une vie normale. On partait en vacances à Port-Blanc, en Bretagne. De temps à autre, j'allais chez une de mes tantes, donc la sœur de ma mère, qui nous prenait... Elle avait 5 gamins et elle nous prenait, mon frère et moi, pour faire des stages de tennis à Antony. Enfin, on allait de temps en temps aussi chez des familles qui se portaient famille d'accueil uniquement pour les vacances scolaires. C'était souvent des familles d'agriculteurs. C'est ça qui est génial, c'est que dans ce parcours-là, j'ai vraiment fait tous les extrêmes. Enfin, tous, on ne peut pas jamais dire tous. C'est un peu prétentieux de dire ça, mais j'ai fait beaucoup d'extrêmes quand même de notre société. Ouais, je suis allée traire les vaches dans des familles d'agriculteurs à plusieurs reprises. En fait, quasiment toutes les vacances scolaires, c'est ce qu'on faisait avec mon frère. Et là on était ensemble. Ouais, j'avais finalement une vie assez normale. Les fringues étaient données par des associations. Et puis on était surtout entre enfants qui avons vécu les mêmes choses, ou du moins des choses très difficiles. Donc il n'y avait pas de comparaison à des enfants qui semblaient avoir vécu des vies beaucoup plus aseptisées, quoi. On avait tous plus ou moins été déjà violés, déjà frappés. Alors c'est pas normal de dire ça. Non, mais vous étiez, ça a créé du lien, vous vous sentiez en sécurité entre vous. Ah on était complètement en sécurité entre nous. D'accord. Tu dirais aujourd'hui que c'était des années où tu étais heureuse ? Je pense que je contenais beaucoup de choses et que je m'exprimais très peu et que je faisais avec. J'étais dans une sorte d'accueil de ce que la vie m'imposait. Heureuse. Oui, l'enfant, il se suradapte. L'enfant, il se suradapte, ouais. Mais tu vois, j'ai des souvenirs que j'étais une enfant qui rougissait énormément. Et j'étais une enfant qui prenait très peu la parole. J'avais quelque chose d'un peu autiste, alors entre guillemets, parce que c'est ma maladie, mais j'avais quelque chose d'un peu autiste quelque part. Je prenais sur moi. Aujourd'hui, tu t'exprimes très très bien. Et aujourd'hui, merci. J'ai fait du théâtre, j'ai fait les cours Florent pendant des années, moi. Je prenais très peu la parole, comme si j'avais pas le droit de prendre la parole. J'avais très peur des adultes.
Oui, Pour moi, les adultes représentaient le mec qui m'a violée quand j'avais 5 ans. C'était un mec, un camionneur. Donc ça, c'était dans la rue. Ça, c'est quand j'étais dans la rue, ouais. Un soir, avec ma mère, on ne savait pas où dormir, on avait très très froid, et puis elle fait du stop, et c'est des routards qui s'arrêtent. 2 routards. Et moi, j'ai été violée par l'un d'entre eux, et ma mère par le second, quoi. Et donc si tu veux, entre le type qui me viole quand j'ai 5 ans, mon père, j'avais des souvenirs de lui assez sévères, qui nous donnait qui parfois nous donnait des claques. Ma mère, on finit à la rue avec elle, mais bon, du coup, ça donnait pas vraiment une grande impression de protection, quoi, de finir à la rue avec ta mère. Et puis mes grands-parents qui ont plaidé leur âge pour pas nous prendre, et on a fini à la DAS. J'avais quand même un rapport aux adultes assez méfiant, quoi. Et moi, petite fille de 5 ans, je me taisais, quoi. Donc, est-ce que j'étais heureuse ? Non, je pense que j'étais en suradaptation et très abîmée quand même par la blessure de l'abandon, quelque part, et notamment celle de ma mère. Je pense que ce qui m'a le plus touchée quand j'étais enfant, c'était l'abandon de ma mère. Qu'elle ne vienne pas vous voir. Horrible. J'ai ce souvenir, tu sais, des téléphones que tu les bougeais comme ça à l'époque, les téléphones. Je faisais son numéro de téléphone, mais tous les week-ends, je l'appelais et puis ça ne répondait pas, quoi. T'aurais préféré rester avec elle à la rue ? Ou quand même pas ? À l'époque, peut-être que je t'aurais dit oui. Aujourd'hui, évidemment que non. D'accord. Aujourd'hui, je te dirais merci à l'ASE quand même d'exister, avec tous les dysfonctionnements, tous les déséquilibres, tous les injustices, tout ce qui se passe pas bien avec l'ASE, mais quelque part, non, heureusement que ce chemin a été tel quel, quoi. D'accord. Non, à la rue, il y aurait eu des trucs beaucoup plus graves. Et au bout de 3 ans, il t'arrive quoi ? Que tu dis que tu es resté 3 ans dans le foyer. Au bout de 3 ans, il y a le directeur du foyer qui nous convoque dans son bureau, mon frère et moi, et qui nous fait comprendre que le frère de ma mère, il s'avérait que ma mère avait un frère. Alors moi, de mon petit âge, donc là d'un coup j'ai 8 ans, je ne savais pas vraiment que ma mère avait un frère, parce que ma mère, de par sa maladie, ma mère a un frère et 2 sœurs, mais de par sa maladie, elle a fugué très jeune de chez elle, et quelque part, elle a coupé avec sa famille très tôt. Et donc, je n'avais pas de grande connaissance de la famille de ma mère. Je les avais peut-être déjà vus à quelques anniversaires, mais j'étais trop petite pour m'en souvenir. Le directeur du foyer nous fait comprendre que le frère de ma mère et sa femme, de l'époque, avec qui il a passé 20 ans, cherchaient à nous voir pour des vacances scolaires, pour faire des tests avec nous, pour voir si ça se passait bien avec leurs 3 enfants, pour éventuellement nous prendre... alors, il ne s'agissait pas d'une adoption, parce que mes parents avaient encore l'autorité parentale. Tu ne peux pas adopter des enfants qui ont encore l'autorité parentale, mais il s'agissait d'une mise sous tutelle. Et donc, on a fait des tests de vacances scolaires auprès d'eux et leurs 3 enfants. Ça s'est plutôt bien passé. Et en quelques mois, je crois que la procédure a mis 8-10 mois. En 8-10 mois, on atterrit chez eux. D'accord. Cette femme-là venait d'un milieu, c'est même pas bourgeois, c'est vraiment ultra riche, hein, c'est les familles les plus riches de France. Et quant à mon oncle avait un gros besoin de reconnaissance toute sa vie, et un peu comme Gatsby, d'ailleurs, ma mère et mon oncle sont américains, un peu comme Gatsby, il a un peu toute sa vie monté les échelons sociaux, quoi. Et il est devenu trader. Et donc, on a atterri chez eux en 1998, l'année de la Coupe du Monde. Énorme cassure sociale, quoi. Hein. Moi, j'ai beaucoup souffert de ça. J'ai beaucoup souffert d'atterrir dans un milieu social qui n'était pas le mien. Bon, à l'âge de 8 ans, je ne savais absolument pas mettre des mots dessus. Hein. Je ne savais pas vraiment ce qui me dérangeait, mais mon corps s'exprimait clairement. Je faisais de l'impétigo. C'est quoi de l'impétigo ? C'est une maladie à l'ancienne qui pourrait ressembler à pas de la varicelle, parce que c'est des boutons plutôt marrons, c'est des croûtes. D'accord. C'est une maladie d'eczéma de peau qui dit là ça va pas. Je faisais beaucoup d'impétigo autour de la bouche, un peu partout. Et en fait, j'ai souffert, moi, d'atterrir dans cette espèce dans un milieu ultra riche. Non, mais Mounia, c'est vraiment ça, c'est ultra riche, c'est le cas de le dire, quoi. Mais tu sais, c'est ultra riche et très abondant d'un point de vue matériel, et très pauvre d'un point de vue affectif et émotionnel. Okay. Donc, ils n'étaient pas forcément affectueux avec vous, ton oncle et ta tante ? Non, il n'était pas du tout. Après, avec du recul... moi, je suis tellement dans l'amour aujourd'hui que ils ont fait comme ils ont pu. Comme ils ont pu. À distance, je leur envoie tout l'amour du monde. Mais c'était très, très... Ils n'avaient pas les ressources nécessaires pour accompagner 2 enfants qui avaient vécu un tel parcours. D'accord. Ils n'avaient pas les ressources. Ils étaient comment avec leurs enfants ? Un peu plus... Je dirais que ma tante était quand même un peu plus proche de ses enfants. Et mon oncle a été relativement absent pour nous tous. C'est quelqu'un qui a été très peu là. D'accord.
Ma Mais ils tante, ont quand même tenu à vous adopter, à vous prendre sous tutelle. ils ont quand même Qu'est-ce qui les a tenu- motivés? Bah, si tu veux, il y a ce qu'ils diraient aujourd'hui. Alors, c'est rare, moi j'ai coupé avec eux tous il y a quelques années, hein, mais il y a ce qu'ils diraient aujourd'hui. Et il y a probablement la réalité, et seule leur âme pourrait en témoigner. Maintenant que j'ai fait j'ai fait 15 ans de thérapie, des longs chemins chamaniques, etc., et que je commence à percevoir ce qu'est l'amour, je pense pas que ce soit l'amour qui ait guidé leurs décisions. J'imagine que c'est davantage la culpabilité du côté de mon oncle, mine de rien, sa sœur avec tout ce qu'elle a vécu, etc. Et je dirais que c'était probablement le besoin de reconnaissance du côté de ma tante. C'est pas facile d'être la fille d'eux, hein. C'est hyper con à dire, mais je pense que c'est pas facile d'arriver dans un monde où tu es la fille ou le fils d'eux. Je sais, ça m'est déjà arrivé de coacher des fils d'eux et des filles d'eux, et c'est pas si évident. C'est pas si évident, tu dois faire ta place. Ouais. Et elle venait d'un milieu, son père, vraiment le patriarche de la famille, qui considérait probablement davantage les hommes que les femmes, qui avait monté un empire. Et eux, c'était les quatre enfants, quoi. Bon. Je pense, et encore une fois, ce n'est que mon humble avis, mais je pense que de récupérer 2 enfants à la DAS, c'était un joli geste un peu philanthropique. Ok, je comprends. Tu sais, un peu un geste... C'est sa cause philanthropique. Ouais, un petit peu. Peut-être que si un jour, cette femme s'intéresse de près à l'ayahuasca et vient regarder un peu ses parts d'ombre, peut-être qu'elle l'assumerait, mais comme nous tous, on a tous des parts d'ombre, et tu vois. Oui, on fait tous des choses pour des raisons qui sont nos bénéfices cachés. Tous. Mais oui, je pense qu'il y avait quelque part un gros besoin de reconnaissance. Et dans sa façon de nous accompagner, c'est pas l'amour qui dominait. D'accord. Et j'imagine que, je sais pas trop en 80, donc ça, on est en 98, à l'époque, c'était pas encore... Est-ce qu'ils ont essayé de mettre en place pour vous un suivi psychologique en disant, ils ont vécu des trucs un peu difficiles? Est-ce que tu avais un psychologue? Est-ce que tu avais... Non, alors, à l'adolescence, oui, mais principalement parce que j'étais très rebelle et que je faisais beaucoup de bêtises, mais comme nous tous, on aurait pu aller voir un psy à l'adolescence. Il n'y a pas eu de suivi psychologique par rapport à ce qu'on a vécu. Typiquement, mon oncle et ma tante n'ont jamais su que j'ai été violée. En fait, mais encore une fois, à la hauteur de leurs possibilités, il me semble que c'est des personnes qui se sont tellement jamais traversées individuellement. Tu ne peux que aller traverser l'autre à la hauteur de la façon dont tu t'es traversé personnellement. Et je pense que nos histoires respectives à mon frère et moi, et également à ma mère, leur étaient tellement étrangères. Et avec tes cousins, ça s'est bien passé ? Ça s'est bien passé. C'était des enfants quand on arrivait chez eux, même pas, c'est des bébés, quoi. Quand on arrivait chez eux, ils avaient 2 ans, 4 ans et 6 ans. Donc vraiment des enfants en bas âge. Donc ils nous ont intégrés. Ça s'est plutôt bien passé. Après, pareil, probablement des histoires tellement opposées qu'il n'y a pas eu de vraie traversée. Mais il y avait de l'humour, il y avait du rire, il y avait de la tendresse. En fait, nous étions des enfants, tout simplement. Okay. Nous étions des enfants. Et donc, en tout cas, tu fais ton adolescence chez ton oncle et ta tante. Et là, si on fait un fast-forward, si on ne fait pas toute ta vie, parce que moi, ce que je trouvais important, c'était justement de raconter un peu Mais donc, fast-forward, tu passes quand même ton adolescence et tu commences ta vie de jeune adulte après ça. Ils divorcent les deux quand j'ai 16 ans et demi, en 2006. D'accord. Mon oncle part pour une autre femme et mon frère, qui lui avait 2 ans de plus que moi, fait un prêt à la banque et part faire une école de commerce à Lyon. Je me retrouve seule chez ma tante avec ses 3 enfants. Et là, ma tante, dans son désarroi, sa tristesse, sa sensation de trahison de la part de mon oncle, etc., nous remet finalement, mon frère et moi, une certaine faute sur nous de la séparation entre mon oncle et elle et de comment ça s'est passé, etc. Bon, déjà, là-dedans, j'ai senti que du coup, c'était pas un acte qui était très assumé et affirmé le fait de nous prendre. Bon, peu importe. J'ai été très mal à l'aise de rester dans cet univers et ce qui fait que je suis partie chez mon premier copain de l'époque avec qui j'ai passé 7 ans par la suite. Je suis partie très jeune chez lui. J'avais 16 ans et demi. J'ai fait ma vie, très jeune, j'ai fait ma vie. Ouais. J'ai très jeune, pour le coup, fait des prêts étudiants. Je me suis d'ailleurs assez vite endettée, moi. Tu vois,
en fait, ce syndrome de survie, tu vois, que j'ai eu à la rue, à la DAS, etc., je l'ai quand même, malgré le fait que je sois passée par des familles extrêmement riches, j'ai continué à être dans la survie en début d'âge adulte, tu vois. Ok, comme si, c'est quoi, c'est un pattern que tu reproduisais? Ouais, c'était complètement un pattern. D'accord. Okay. C'était un mixte entre la survie de la rue et probablement les schémas de mon père qui, lui, a passé sa vie à découvert, sa vie à faire des prêts à la consommation à la compte, c'est Cofinogas, Sofinco et j'en passe. J'étais dans un pattern. On fait pas de publicité sur ce podcast. Et on ne fait pas de publicité. À la con juste avant. Ils ont assez d'argent comme ça. Non, mais en tout cas, voilà, tu voyais que tu reproduisais, mais à ce moment-là, tu étais une jeune adulte qui essayait de faire sa vie, tu te posais pas plus de questions que ça, j'imagine. Pas plus de questions que ça, et j'essayais de faire de mon mieux. Alors, pas plus de questions que ça, tout est relatif, parce que mine de rien, le peu d'argent que je gagnais, parce que très tôt, j'ai fait une école de commerce, le tout en alternance, donc mes entreprises payaient l'école, ça a été très pratique. Et l'argent que j'avais, quand même, m'a souvent permis de me faire accompagner. J'ai commencé des thérapies très tôt. Ah ouais, donc c'est ça, c'était la question que j'avais posée. À quel moment tu as commencé à bosser sur toi? Très tôt. Très tôt. Et parce que tu en as eu envie, besoin, enfin c'est quoi qui t'a amené? Besoin. Ouais, okay. Ça partait. Donc t'avais envie de bien faire, t'avais envie de t'en sortir, entre guillemets. Non, mais c'était même pas ça. Je ne pensais pas à la suite. Je pensais à ce qui se passait intérieurement. C'était en folie, quoi. C'était en ébullition. C'était en ébullition. C'est une souffrance sur tous les plans, quoi. Et puis un besoin de m'exprimer aussi, parce que jusque-là, jusqu'au début de l'âge adulte, j'étais plutôt. En fait, je m'exprimais, mais mal. C'est-à-dire que toutes ces années où je me suis tue, ça a fini par ressortir, mais au format de la rébellion, oui, quoi, quelque part. L'adolescence. Ouais. C'est marrant, quand tu as dit j'ai besoin de m'exprimer, j'ai senti ma gorge se serrer. C'est vrai? Ouais. Bon, bah voilà. J'ai eu besoin de m'exprimer, et ça c'est beaucoup passé par le biais de la thérapie, donc c'était un besoin plus qu'une envie. D'accord, ok. Et donc, mon argent partait beaucoup dans les thérapies très tôt. D'accord, ok. Et donc, ok, on va pas faire le truc chronologique, on a compris pas mal de choses déjà. Ce chemin thérapeutique qui t'emmène, donc tu l'as dit plusieurs fois finalement, en 2025, donc tu fais plein de choses dans ta vie, tu explores pas mal d'extrêmes, de ce que je comprends. En 2020, t'en es où de ton rapport justement au détachement? En fait, voilà, je vais essayer de mieux exprimer ma question. Ton rapport au détachement et à la peur, j'ai l'impression que tu as moins peur. Est-ce que dès les expériences de l'enfance, tu es assez détaché et tu n'as pas trop peur? Ou non, ça c'est plus récent, c'est justement en 2025 quand tu as fait ton chemin chamanique. En fait, je suis passée par plein d'étapes avant d'arriver là où j'en suis aujourd'hui. C'est-à-dire que je suis passée par une étape où je ne savais pas que, quand j'étais enfant, je ne savais pas que j'avais le droit de m'attacher, ou je ne savais pas à qui m'attacher, pour commencer. Donc quelque part, on ne me proposait pas l'attachement. Probablement qu'à l'adolescence ou à la début d'âge adulte, je me suis protégée pour être sûre de ne pas m'attacher et pour ne pas souffrir, du coup. Donc oui, c'était aussi je ne sais pas à qui m'attacher, et si je m'attache, la personne risque de m'abandonner. De m'abandonner. Truc d'abandon. Exactement. Donc, surtout pas m'attacher. Ouais. Et voilà. Et puis après, au fur et à mesure des thérapies et au fur et à mesure de tout ça, il y a un moment donné où le détachement est devenu un vrai détachement. C'était plus une peur d'être abandonnée, ce qui fait que je me protège. Mais évidemment que je suis passée par ces phases-là aussi, de craindre l'abandon, ce qui fait que je me protégeais. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que je pense que dans mes relations intimes, j'ai plutôt eu des relations saines et longues, d'ailleurs. Non, j'ai aussi eu des relations plus éphémères. Mais globalement, j'ai eu des relations avec des hommes qui m'ont plutôt aimée. Mais du coup, avec des hommes qui étaient plutôt naturellement sécurisants. Et donc, j'ai pas dû trop confronter ma crainte de l'abandon. C'est plutôt eux qui ont eu la crainte de l'abandon avec moi. Du fait de ma vie un peu atypique et pas commune. Je pense que je sortais du lot par rapport à leurs anciennes copines. Et ça a plutôt été dans cette direction-là. J'ai pas vraiment confronté mon abandon dans mes rapports, dans mes relations amoureuses. Peut-être parce que tu avais construit une résilience au final. Ouais, sorte de résilience. Donc, finalement, même avant ton parcours chamanique, on va y aller, t'avais une sorte de résilience, t'avais pas peur que par exemple, là tu parlais de tes relations intimes, t'avais pas peur que tes petits copains se barrent? Non. Ça a jamais été un truc? Non. T'avais peur de quoi à l'époque? J'avais peur, j'avais peur de pas être vue j'avais peur d'être vue dans mes fragilités et ma vulnérabilité. D'accord. Énormément. Donc tu voulais montrer que t'étais forte? Évidemment. D'accord. Évidemment. Okay. Et d'ailleurs, moi, j'ai été beaucoup plus en sur-égo toute ma vie qu'en sous-égo. J'ai plus été dans une certaine forme d'orgueil. D'accord. Et dans une certaine forme de domination que dans de la victimisation ou dans le fait d'avoir peur de prendre ma place. Je n'ai jamais craint
Enfin, et c'est paradoxal, j'allais te dire, je n'ai jamais craint de prendre ma place. Et à la fois, j'avais peut-être tellement peur de ne pas être assez à la hauteur et de ne pas assez prendre ma place ou qu'on ne me voit pas assez, que en fait, j'intensifiais et j'amplifiais le besoin de prendre ma place. Et ça prenait quelle forme ? Ça prenait la forme de... J'aimais bien avoir quand même le contrôle sur les gens, notamment dans les relations intimes, mais même amicales. Tu vois, j'ai beaucoup été entourée de personnes qui étaient... Sous ton emprise. Ouais, alors oui, j'ai été entourée de beaucoup de personnes un peu à mon service. J'ai été entourée de beaucoup de personnes qui m'admiraient beaucoup. J'ai été entourée parce que je m'entourais. Je récupère ma responsabilité. C'est une interrelation. Tu cherchais les bonnes personnes et ces personnes-là cherchaient quelqu'un qui allait... Évidemment. Les bousculer sur d'autres choses. Et oui, j'ai eu beaucoup de gens à mes pieds, d'une certaine façon. D'accord. Et que ce soit personnel, c'était amical, amoureux, dans le travail. Et qu'est-ce que ça te faisait ? Est-ce que ça nourrissait ? Est-ce que ça remplissait un vide ou ça nourrissait ou pas ? Non, mais je veux te dire même autre chose. Je pense que, en fait, j'avais pas assez d'estime pour moi pour m'entourer de personnes que je ressentais dans mon corps, plus établies, plus en place ou plus confiantes. Avec qui tu aurais pu avoir des relations plus équilibrées ? Oui, mais je ne me sentais pas assez à la hauteur de ça. Alors, j'en parle avec du recul aujourd'hui, mais peut-être que je n'aurais pas eu ces mots exacts il y a quelques années. C'est parce que j'ai pris tellement de recul sur cette dynamique-là. Mais oui, je pense que j'avais peur qu'on me voie dans mes fragilités, dans ma vulnérabilité, dans mes faiblesses. Et ce qui fait que je me montrais toujours très, très forte. D'ailleurs, c'est vrai que je réussissais beaucoup de choses. La notion d'échec, c'est drôle parce que tout ça me parle tellement plus aujourd'hui, mais l'échec ou autre, ça m'arrivait si peu. C'est-à-dire que quand je me lançais dans quelque chose, en plus de le réussir, je le réussissais très bien et je l'obtenais. Oui, mais ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Quand on voit des gens réussir très bien, parfois c'est aussi pour eux, c'est tellement un truc de survie de réussir. C'est tellement hors de question de rater parce que ça touche à des choses... Pour toi, c'était peut-être impossible que les gens voient tes fragilités. C'était vital que les gens ne voient pas tes fragilités. Et donc, en fait, évidemment que tu réussissais hyper bien. Je veux dire, le driver qui était derrière, il était trop hyper puissant. Et en même temps, c'est entre guillemets, c'est triste de devoir, tu vois. Mais bien sûr, mais pour moi, c'était une question de vie ou de mort. Ouais. C'est-à-dire que j'existais parce que je faisais. J'existais parce que je réussissais. Et quelque part, j'existais parce que je dominais. Et ça, alors c'était subtil parce que, tu vois, j'ai jamais été dans des rapports... et si, quelque part, même c'était subtil, même c'était silencieux, si. Mais j'avais comme l'impression que j'étais pas non plus dans des rapports de domination extrêmement violents ou de perversion ou autre. Mais quelque part, si. Et c'est drôle parce que dans mon parcours chamanique, avec la psilocybine, donc les champignons, et non pas l'ayahuasca, à un moment donné, je me suis incarnée en Sarkozy, et puis par la suite, je me suis incarnée en Trump. Quelle horreur! Mais quelle horreur! Et on a tous, on va dire, on a tous. Et puis ensuite, je me suis aussi incarnée en la Vierge Marie, bon, ce que tu veux. Ouais, après, t'as eu les autres aussi. Et j'ai aussi les autres. Mais tout ça pour dire que du coup, c'est venu bousculer les parties de moi assez stratégiques. Et oui, je pense que pendant longtemps, j'avais un peu les dents qui raillent le parquet. T'as des anecdotes ou des exemples que tu as envie de nous partager ? Non, mais tu vois, je m'entourais de beaucoup de personnes qui causaient pas des masses me contredire, tu vois, par exemple. Et c'était assez profitable quelque part. Et à la fois pas tant que ça, parce qu'en fait, aujourd'hui, ce que je comprends maintenant, des années après, c'est que c'est tellement plus bénéfique une personne qui te rentre dedans et qui te bouscule et qui remet en question tes certitudes qu'une personne qui va dans ton sens. Tu n'apprends rien. Oui, tu t'ennuyais peut-être. Tu t'ennuies. On est dans ce monde pour être enseigné, quoi. Mais mais tout, tu vois, c'est vrai que j'arrivais à obtenir beaucoup de choses. Par exemple, dans ma vie entrepreneuriale, j'ai toujours réussi à obtenir... Enfin, j'ai toujours obtenu mes prêts professionnels, même si, sur papier, je ne suis pas du tout un profil typique pour les banques. Je pouvais être en liquidation judiciaire de mon ancienne boîte, que j'obtenais un prêt avec ma nouvelle boîte. J'ai toujours arrivé à mes fins, quelque part. Oui, tu savais, entre guillemets, manipuler ton monde, quoi. Ouais. On sait tous le faire, en vrai. Mais peut-être que toi, comme c'était lié à un truc de survie,
T'es devenue ceinture noire. C'était lié à un truc de survie. C'était complètement lié à un truc de survie. Tu sais comment est-ce que j'ai... Dans ce podcast, je parle de tout. Moi, je n'ai absolument aucun tabou. Tu sais pourquoi est-ce que déjà j'ai coupé avec ma famille? Alors, j'en parle parce que c'est important. On parle de manipulation. J'ai coupé avec ma famille il y a quelques années. Alors, déjà, je ne me reconnaissais plus dans cette famille, voire je ne me suis jamais reconnue, voire j'ai souffert. Quand tu dis ta famille, tu parles de qui? De ton oncle et ta tante? Mon oncle, ma tante, leurs 3 enfants. Et ton frère? Mon frère, j'ai coupé pendant plusieurs années et on est de nouveau en contact. D'ailleurs, juste après le podcast, je pars dormir chez lui pour te dire. Ok. Donc, intéressant, tu vois. Salut, frérot. Salut, frérot. Non, mais j'ai coupé avec eux. Alors, déjà, parce que j'étais pas à l'aise du tout, que j'avais transmuté pas mal de choses et je me sentais plus à l'aise avec eux. Mais j'ai surtout volé beaucoup d'argent à ma tante, plus jeune. D'accord. Et ça, alors je le faisais par survie. Je pense que j'avais une confusion en moi entre le manque d'amour, le manque de sécurité, le manque d'argent. Et je pense qu'il y avait tellement de l'argent dans cette famille qui dégueulait, mais de l'amour qui était très peu présent. Et il y a eu une confusion en moi où à chaque fois que je venais voler de l'argent, c'est comme si je volais de l'amour. Bon, peu importe. Mais pourquoi est-ce que je te dis ça? J'ai réussi à lui voler de l'argent à cette femme pendant... J'en parle très ouvertement dans mon livre, etc. Donc tout ça n'est absolument pas tabou. J'ai réussi à lui voler de l'argent pendant plusieurs années. Tout en allant parfois dîner chez elle, tout en allant... j'étais invitée à un brunch ou un anniversaire ou autre, je me pointais, tu vois. Mais ça m'a pas empêché de lui voler de l'argent, tu vois. Et alors, c'est drôle parce que si on veut revenir au vol de l'argent, c'est le seul humain et c'est la seule personne que j'ai volée dans ma vie. Donc, je pense que chez elle, je ne voyais même pas ça comme un vol. Il y avait autre chose chez moi, j'avais des choses à guérir. Mais en tout cas, quelque part, j'arrivais à faire un grand sourire d'un côté et de voler de l'argent de l'autre. Ce qui est fou. Mais peut-être qu'effectivement, il y avait une confusion. Et surtout, si tu dis que tu n'as pas volé d'argent à d'autres personnes, il devait y avoir une confusion à ce niveau. C'est pas pour t'excuser ni rien, mais c'est juste dire... clairement, tu avais un lien, et puis elle était quand même mère de substitution pour toi, même avec tous ces... Enfin, je pense qu'il y a un truc je prends peut-être ce qui est à moi, parce que finalement, moi, ma mère... on peut se dire qu'un enfant, il a besoin d'être aimé de sa mère. Bon, si toi, tu confondais l'amour et l'argent, et que cette femme, elle représentait, qu'on le veuille ou non, une sorte de maman, peut-être qu'il y a eu un... Ouais, j'ai récupéré mon dû quelque part. Oui, c'est ça. C'est ce que j'imaginais sur le coup. Comme ça, Je récupérais mon dû et je récupérais l'amour que j'avais pas eu au travers de cette abondance d'argent. Mais l'idée n'est pas de parler du vol en tant que tel. En plus, c'est vraiment de se dire que ce qu'on en revenait à la manipulation. Donc évidemment, c'est galvaudé comme mot. Tu peux y mettre tout derrière manipulation. Mais j'ai quand même pendant des années réussi à lui prendre de l'argent à cette femme sans qu'elle se rende compte. Elle s'en est rendue compte très tardivement. Je n'ai jamais connu la raison parce que c'était vraiment pour le coup très tardivement. Je me demande si du côté de ces 3 enfants, il n'y avait pas des histoires d'héritage et que par le biais des notaires, par le biais des... Aujourd'hui, tu peux tout savoir, tout peut remonter, mais ouais, elle l'a su tardivement. D'accord. Et c'est à ce moment-là que vous avez coupé? C'est à ce moment-là qu'on avait coupé en partant du principe que ça faisait... je la voyais très très peu, moi. Je les voyais assez peu quand même. Quelque part, mon cœur n'était pas si ouvert que ça à leur égard depuis bien des années. Ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, j'ai plus de leurs nouvelles et mon cœur n'a jamais été aussi ouvert à leur égard. C'est-à-dire que quand je pense à eux, je leur envoie tout l'amour du monde. T'aimerais bien reconnecter avec eux? Non, parce que c'est une ancienne vie. Tu sais, c'est comme... rien à dire, quoi. Mais si jamais tu les croises, tu seras contente de les croiser. Mais alors, je vais te dire un truc. Si je les croise, je leur fais des énormes câlins. D'accord. Je suis pas certaine qu'ils me feraient un câlin. Je sais pas s'ils ont, eux, nourri ou cultivé pendant toutes ces années le pardon. Moi, je leur fais des énormes câlins. Mais comme je fais des câlins à mon violeur si je le croise dans la rue, alors je ne sais pas à quoi il ressemble, mais tout comme je fais des câlins à l'intégralité de mes anciens copains, j'ai le pardon, quoi. Mon cœur, il est énorme. Et ça, justement, c'est à partir du parcours chamanique que tu as fait? Tu as envie de nous en dire plus là-dessus? Bien sûr. Déjà, pourquoi tu y es arrivé? Parce que donc, ce que j'entends, c'est des années de thérapie. Bon an, tu fais ton chemin, tu comprends des choses, il y a des comportements que tu modifies et tout ça. C'est ça qui se passe toute ta vie. Ok. En fait, en 2023-2024, je ne sais plus quelle année exactement, j'ai ressenti une sorte de sensation à l'intérieur de moi, une sorte de mort intérieure. Et un peu comme en tout cas, il y avait quelque chose de très linéaire, quelque chose de très régulier, et mes émotions, elles n'étaient pas aussi excessives et grandes que toutes les émotions que j'ai vécues dans ma vie. Et j'étais persuadée que j'étais morte de l'intérieur. Alors j'ai compris quelques années après qu'en fait, c'est que non, j'étais en paix. Mais moi, j'avais jamais connu la paix, donc je ne savais pas ce que c'était. Si on faisait je sais pas, c'est ton électrocardiogramme émotionnel, c'était intense avant.
C'était en dents de scie. D'accord. C'était en dents de scie. J'étais pas non plus Jean qui rit, Jean qui pleure sur une même journée. Mais en tout cas, si tu prenais ma tendance globale sur un mois, il s'en passait des choses. Il s'en passait des choses. C'est comme à la Samaritaine. Il passe toujours quelque chose. Exactement. Et 2023-2024, donc c'est assez récent, tu vois. Il y a eu une période comme ça qui a duré 6 ou 8 mois où je me sentais morte. Alors, je savais que c'était pas une dépression parce que j'avais encore l'envie de sortir de chez moi, l'envie de rencontrer des gens, l'envie. Mais mes émotions étaient d'un coup beaucoup plus calmes. Et tu saurais ce qui a déclenché ce calme ? 15 ans de thérapie et puis tellement de chaos de vie et tellement de bouleversements, il y a un moment donné où en fait ça part plus dans tous les sens, quoi. Il y a un moment donné où il y a quand même un peu plus de conscience. On va dire la sagesse. Oui, quelque part la sagesse. Quelque part la sagesse. Et je pense que la rupture familiale m'a permis d'aller déraciner beaucoup de choses qui avaient été mises quelque part sous le tapis, donc une certaine forme de déni. Et ça m'a permis la sagesse. Je crois que les thérapies que j'ai fait avant la rupture familiale n'allaient pas au bout, j'allais dire au bout du process. Mais est-ce que justement la rupture familiale, en plus après quoi, avec beaucoup d'amour, finalement, beaucoup d'ouverture, est-ce que c'est déjà une forme de détachement entre guillemets positif, pas le détachement de en fait je veux pas m'attacher parce que j'ai peur, mais juste de dire bah en fait oui. Il peut se passer des choses, oui, les gens ils font comme ils peuvent. Bah oui. Okay. Bah oui, et ça c'est un merveilleux détachement. Ta famille, quelque part, tu lui dois rien. Je crois qu'on s'impose parfois, et je dis on parce que j'ai été dans ce schéma quelque part quand elle a su que je lui avais volé de l'argent, ce qui m'a fait couper avec elle et sa famille. Mais ça a été du pain béni pour moi, parce qu'en fait, ça faisait des années que je rêvais de partir. Mais tu osais pas. Et c'est pas pour autant que je le faisais. Quelque part. Donc ça a été du pain béni. Tu sais, l'univers ne t'apporte que ce qui est bon pour toi. C'est impressionnant. Enfin, et quand c'est juste aussi. Et alors, oui, pour en revenir à la notion concernant le parcours chamanique. Donc je ressors une espèce de mort intérieure. En fait, c'était une certaine forme de sérénité et de paix, mais je ne le savais pas. Et un jour, j'ai une de mes clientes, donc moi, pendant 10 ans, j'ai accompagné en coaching. Et une de mes clientes me dit « Oh là là, Charlotte, je viens de vivre une expérience incroyable en Espagne avec un mec qui s'appelle Balthazar de la Gazette de l'Abîme. » Petite pub pour lui, pour le coup, j'entends qu'on fait pas de pub, mais voilà. Je peux parler de voilà, c'est pas Sofinco, Cofidis, quoi. C'est encore autre chose. Et ça t'endette pas, au contraire, ça vient tu vois, t'enlever les dettes, ces expériences-là. Et elle me dit, je viens de vivre une expérience d'enfer. Je suis partie 48 heures en Espagne et avec une grosse cérémonie de champignons. Et ça a été une révélation. Et elle me dépose ça comme ça, vraiment, dans un Zoom qui a duré 1h30, quoi. Elle était vraiment dans un parcours avec moi. Et puis moi, je suis toujours partie du principe que ce qui était déposé sur un plateau d'argent devant moi, c'est que c'est pour moi. Toujours. Là, elle me le pose pour me faire part de son expérience. Bah, si elle me le pose, c'est que c'est le moment pour moi d'y aller. D'accord. Et 1 mois et demi après, j'y vais. Je prends la date, vraiment la date à venir, j'y vais. Et ça a été le début d'un long parcours, là où je pensais que ça allait être une simple expérience de curiosité, quoi. Et ben en fait, je n'ai pas lâché le truc pendant jusqu'à aujourd'hui, quoi. Donc pendant 1 an et demi, et là j'ai encore pas mal d'expériences à venir. Et c'est vrai que ça a été un week-end, j'ai pas les mots, quoi. Ça a été transcendant. Ça a été une transcendance. Alors toi, c'était ton premier week-end, c'est la première fois que tu faisais une cérémonie avec des champignons. Alors cérémonie, oui. Mais j'avais déjà pris des champignons d'une façon récréative. Oui, mais c'est pas pareil. Non. Tu les prends, tu rigoles. Là, c'était la première fois que tu faisais vraiment une cérémonie accompagnée, etc. Et c'est fou parce que dans cette cérémonie-là, mine de rien, une des premières choses qui est ressortie, c'est quand même ma mère et ce passage à la rue. Donc comme quoi, dans toute mon enfance, c'est quand même le passage qui m'a le plus marqué. C'est tellement marquant. D'ailleurs, ta mère, t'es plus en contact avec elle ? Alors moi, j'ai été sa tutrice. Mon frère et moi avons été sa tutrice pendant 3 ans. Ça a été très compliqué. C'est compliqué de s'occuper déjà d'un adulte quand c'est toi l'enfant, et encore plus quand c'est un adulte qui est malade, parce que t'es très impuissant face à tout ça. Et la tutelle s'est finie en 2023. Ce qui est drôle, c'est que la tutelle s'est finie la même année où j'ai coupé avec ma famille. Donc tout a été quelque part balayé en 2023. Okay. Et oui, c'est le passage qui est le plus ressorti. Mais en tout cas, aujourd'hui, tu n'es pas en contact avec elle ? Non. Okay. Non, j'ai pris la décision de couper. Alors c'est drôle que tu me poses la question, il y a 15 jours de ça, ça faisait presque 3 ans et demi que j'avais pas de nouvelles, et il y a 15 jours de ça, mon téléphone sonne, c'est un 09 qui m'appelle, mais genre 8 ou 9 fois d'affilée. Pour moi, c'était un truc à la con, une pub. Et je finis par décrocher allô, et j'entends « Allô Charlotte ? C'est maman ?
mais en toute détente, tu sais. Ouais. Et alors, figure-toi que je n'ai pas su quoi faire. Ce que j'ai ressenti, c'est que j'avais pas envie de lui parler. Mais ça partait pas d'une blessure haute, ça partait vraiment pareil du genre, tu sais, comme si quelqu'un t'appelait du Moyen-Âge. Enfin, tu sais, quelqu'un t'appelait, la personne, elle vit au Moyen-Âge, et puis toi, t'es dans une autre dimension. Oui, c'était plus pour toi, quoi. C'était plus pour moi. J'ai pas su quoi faire, il s'avérait que j'ai raccroché, bon. Mais non, j'ai plus de ces nouvelles. Mais en tout cas, dans mon expérience, elle est ressortie, et c'est fou parce qu'en fait, ce n'est pas tellement moi qui ai souffert dans cette expérience parce que j'étais à la rue. J'ai quelque part souffert de la souffrance de ma mère que j'ai perçue pour la première fois dans cette expérience d'une façon viscérale, c'est-à-dire qu'en fait, c'est venu s'installer dans mon corps. Ça me parle. J'ai eu alors pas du tout comme ça. Moi, j'ai une amie, moi aussi je vais faire de la pub, Emmanuelle, qui m'a fait une séance alors je sais même pas comment ça s'appelle, truc de mémoire cellulaire. Mémoire cellulaire, c'est extraordinaire. Et dans le corps. Et en fait, à un moment, je ressentais des émotions et c'était pas mes émotions, c'est ce que ma mère ressentait devant moi, bébé. Et que quelque part, l'enfant, je pense qu'il éponge, hein. Il s'imprègne des émotions de sa mère ou de son père. Donc c'est intéressant de se dire, des fois, on a des trucs qui sont dans notre corps, mais qui ne nous appartiennent pas, quoi. Mais la majorité des choses. Hein. Oui, ça me parle. En fait, on te transmet souvent les dégâts parentaux et après, t'appelles ça ta vie, quoi. J'adore. T'appelles ça ta vie. Et t'appelles ça ta vie. Et après, ta mission à toi, c'est d'aller te dépouiller des dégâts parentaux, quoi. Ce qui est absolument fou. J'essaie de pas trop en transmettre à 2 enfants. Moi, j'ai 2 enfants. Tu fais de ton mieux. Je fais de mon mieux, puis je me dis, il faut bien que mes successeurs, psy, coach, chaman, ils aient du boulot dans 30 ans. Ça, moi, je veux pas tuer le marché. Non, mais ceci dit, tu t'ennuies si tout va bien. Ouais, ça, je sais pas. En tout cas, comme tu dis, on fait de notre mieux, on est vivant. Hein. On se reposera quand on sera mort. Non, mais attends, revenons, parce que là, on est allé loin. Donc, tu disais cérémonie, et ce qui te marque le plus dans cette première cérémonie, donc tu revis ces années à la rue, et c'est surtout l'émotion de ta mère, le désarroi de ta mère. Qu'est-ce qu'elle ressent? Qu'est-ce que tu as ressenti? C'est fou parce que dans cette cérémonie-là, donc c'est des cérémonies collectives, et dans cette cérémonie-là, la femme qui était une des participantes, une 60aine d'années, qui était allongée sur le matelas d'à côté, s'appelle Nathalie, donc elle portait le nom de ma tante, mais elle ressemblait physiquement à ma mère. Née la même année, 1964, 2 enfants qui lui parlent plus trop, une femme alcoolique, bon, un peu profil de ma mère. Cette femme est allongée à côté de moi, à savoir, dans ces espaces-là, tout est lié. Tout est lié. Chaque personne qui s'inscrit pour quelque chose et on est en fusion, quoi. Et elle venait, cette femme, pour régler son problème d'alcoolisme. Il s'est avéré que dans son expérience, elle avait un peu un début de Gilles de la Tourette. Et dans son expérience psilocybine, ça s'est manifesté par beaucoup de gros mots. Elle venait pour l'alcoolisme, mais bon, il y a ce sujet qui a pris place. Et donc, à côté de moi, pendant 6 heures, j'avais le droit à des ta gueule, putain, blou, salaud, pédé, boulou, pendant 6 heures, tu vois. Bip, 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 bip. Heureusement, on n'est pas aux États-Unis. Mais moi, quand je fermais les yeux, je l'entendais plus du tout, parce qu'en fait, il y a quelque chose d'intérieur qui prenait place. Et dès que je les réouvrais, j'entendais plein de gros mots, quoi. Et à un moment donné, donc je suis dans mon expérience, je vis plein de trucs aussi fabuleuses. Hein. Je vis pas que des choses difficiles, je vois plein de formes géométriques, plein de couleurs, c'est magnifique, je rigole beaucoup avec le groupe, ça va dans tous les sens. Et à un moment donné, c'est mon corps qui s'exprime, je me lève de mon matelas. Et j'interpelle le gars qui s'appelle Balthazar, qui organise ses retraites, et je lui dis « Balthazar !» Il vient me voir, je lui dis « Balthazar, j'ai faim !» Et là, en fait, c'est la gamine de 5 ans qui est à la rue qui lui parle. C'est pas Charlotte, 36 ans, qui lui parle. J'avais pas 36 à l'époque, d'ailleurs. Et de là, il me dit, écoute, si tu veux, je te donne un petit bout de banane. Et je le regarde. Charlotte à la rue qui a la dalle. J'ai les sensations de la gamine qui a 5 ans, qui a faim. Le mec me propose un petit bout de banane. Je lui dis, Balthazar, j'ai faim et sincèrement faim. Et là, il comprend que ce que je suis en train de vivre le dépasse un petit peu. Il vaut mieux me ramener à manger. Et il me ramène un petit bol de roumousse, tu vois, que sa nana avait préparé pour l'occasion. Et puis, tu sais, il me donne une petite cuillère et il me dit en revanche, ne prends pas tout parce que suite à l'expérience, on se retrouve tous dans la cuisine pour manger. Peut-être que les gens voudront du roumousse. Sauf qu'en fait, t'es dans un état totalement modifié de conscience pendant ce genre de truc. Toi, t'es la Charlotte 5 ans qui a faim. Moi, 5 ans, j'ai faim. T'en as rien à cirer. J'en ai rien à cirer. Pour les gens, quoi. Il me donne une petite cuillère. Ouais. Et je tente avec la cuillère de prendre du roumousse, mais en fait, je tremblais parce que, je sais pas, tu perds un peu ta dextérité. Encore une fois, tu es dans des mondes parallèles quand tu fais ces expériences-là. Impossible de prendre le roumousse.
Et je commence à m'agacer et je lance la cuillère et là, j'ai faim. J'ai faim, quoi. Donc, je mange le houmous avec les mains, etc. Nathalie, à côté de moi, qui porte le nom de ma tante, mais qui ressemblait à ma mère, me regarde, elle se met à rigoler, elle dit, elle était dans son expérience. Hein. Et elle me dit, c'est rigolo, tu manges du houmous. Et là, pour moi, c'est ma mère à la rue qui me parle. Et je ne sais pas ce qui se passe, je vois le désespoir et le mal-être de ma mère. Il s'avérait que je voyais aussi le désespoir et le mal-être de cette femme, probablement. Et je vois ma mère dans toute sa fragilité, son désespoir, son malheur, les violences qu'elle a subies par sa famille, les violences qu'elle a subies par les hommes, les violences qu'elle a subies par notre société. Et là, il y a tout un truc d'injustice qui commence à prendre place. Et je me mets à pleurer, mais c'était un cri et des larmes, c'était animal. C'était pas 3 petites larmes. C'était... Et ça a duré je sais pas combien de temps, parce que quelque part, il y a une distorsion du temps pendant ces espaces-là. Donc peut-être qu'un truc qui dure 5 minutes, t'as l'impression que ça fait 3 heures que tu pleures. Mais je pleurais la souffrance de ma mère, je pleurais la souffrance des femmes, les violences faites aux femmes, je pleurais. Il y a plein de trucs qui se sont entremêlés, parce que je pense que tu viens guérir plein de choses dans ces espaces-là. Et c'est vrai que ça a été... Et j'imagine que tu guéris pas que tes blessures, tu guéris aussi un truc Tu ne guéris pas que tes blessures, voilà. Et c'est fou parce que j'avais l'impression dans cette expérience-là d'avoir 580 ans de maturité. Et c'est ce que j'ai réalisé d'ailleurs dans cette première expérience psilocybine collective. C'est qu'en fait, toute ma vie, j'ai porté un poids de la responsabilité sur mes épaules absolument énorme. Et probablement qu'à la rue, ma mère a fait de son mieux pour nous protéger, mais quelque part, notre présence l'a protégée aussi. Et c'est vrai que c'est ce que j'ai ressenti. J'ai ressenti dans cette expérience une maturité, mais qui n'était pas moi. Et d'ailleurs, un des participants qui, lui, avait une espèce de clairvoyance, c'est-à-dire qu'il avait les yeux ouverts comme ça pendant toute l'expérience, il nous regardait et il nous voyait dans des... C'était très archétypal, mais il nous voyait dans des postures et dans des physiques très différents que nos physiques dans la matière. Et au moment du débrief, le lendemain, il m'a dit « Waouh !» Il m'a dit « Mais toi, Charlotte ?» Il m'a dit « Tu étais un vieil arbre, mais de 1000 ans. Tu étais un vieil arbre de 1000 ans. Tu étais une femme, mais tu étais grand-mère feuillage, mais avec toute la vie qui lui est passée dessus, quoi. » Et il voyait mon âme qui était... Et il me disait comme ça, il disait de très loin, tu avais l'âme, mais la plus vieille de cette expérience, alors que j'étais la plus jeune. J'avais 34 ans au moment de cette expérience, alors que les autres avaient plutôt, d'ailleurs, entre 45 et 60 ans. C'est marrant, dans ces expériences-là, on imagine toujours des jeunes qui viennent rigoler. En fait, c'est sérieux, quoi. Et puis, oui, peut-être des gens qui viennent guérir, comme tu dis, complètement. Des problèmes un peu. Guérir, et puis au bout d'un moment, quand t'as dépassé des certaines formes de guérison, parce que tu peux le dépasser, tu vois, aujourd'hui, moi, je ressens plutôt ça. Non, j'ai fait tellement d'expériences, je ne me vois plus. Et je ne me vois plus, c'est-à-dire que j'explore le monde, j'explore des dimensions différentes, mais je ne vois plus mes parents, je vois plus mon oncle et ma tante, je me vois plus moi en tant que petite fille blessée, tu vois. Oui, t'as fait ton parcours. Quoi, ouais, j'ai fait mon parcours. Okay. Mais en tout cas, et donc, voilà. T'as dit vieille âme, et donc quelque part... Vieille âme. Ouais. Vieille âme. Et quelque part, peut-être une vieille âme qui est venue un peu s'occuper de sa maman, enfin... Peut-être, ouais. Ce poids de la responsabilité que tu ressens, il y a un truc très... Peut-être. Alors aujourd'hui, tu vois, je le ressens plus autant, le poids de la responsabilité. Non, mais à l'époque. Ouais, mais quelque chose me parle quand même aujourd'hui, et ça, c'est un sujet qui est d'actualité. Je ressens parfois, sans que ce soit souffrant, parce que j'ai pris de la hauteur, du recul et de la maturité, sans doute, et de la sagesse. Mais je ressens quand même souvent qu'on est dans un monde de grands bébés, tu vois. Et peu importe de l'âge, que tu aies 70 ans ou que tu aies 20 ans ou 12 ans, ce qui semble normal d'être encore en train de te chercher à 12 ans, mais je peux souvent ressentir qu'il y a beaucoup d'immaturité, quoi. Qu'il y a beaucoup Tu sais que c'est un des posts que tu avais fait qui m'a le plus touchée, et j'en ai fait un post LinkedIn il n'y a pas longtemps. Alors je t'ai tagué, mais je ne sais pas si tu te balades sur LinkedIn ou pas. Alors non, jamais. La phrase que tu avais écrite, tu avais mis un truc qui disait il n'y a pas d'adultes, il n'y a que des enfants blessés. Ouais. Ou un truc comme ça m'a énormément parlé, au point que ça m'a inspiré pour que je fasse un post, tu vois. Donc, ouais. De dire... Et puis surtout, c'est pas que des enfants blessés qui font semblant d'être des adultes au final. Oui. Exactement. Qui roulent des mécaniques. Et puis moi, mon post, c'était plutôt pour parler aussi de ce qui se passe en ce moment, en disant en ce moment, ils jouent à la guerre, hein, ils sont à fond. Hein. Bim, bim, les pistolets, c'est ça. Sauf qu'en fait, il y a des vraies vies, des vrais trucs qui sont... Mais ça, oui, ça... Et donc, finalement, cette sensation-là, de se dire... Est-ce que ça... Justement, si on refait le lien avec le thème de l'épisode, là, le détachement, de voir cette espèce de gigantesque pièce de théâtre qu'est la vie, avec tous ces
bébé ou enfant blessé, nous tous, hein, d'ailleurs, on n'est pas machin, et d'arriver à se dire, bon, qu'est-ce qui se joue là? Non, je me pose plus trop de questions sur qu'est-ce qui se joue parce que sinon, t'as jamais fini de tout analyser, quoi. Non, j'accueille. J'accueille avec un entourage qui est quand même de plus en plus mature, sage. Je suis de plus en plus entourée de personnes qui ont la foi, d'ailleurs, attention, hein, non pas que la sagesse ne s'acquiert que par le biais de la foi, hein, mais je suis quand même de plus en plus entourée de personnes qui ont la foi, qui ont transmuté beaucoup de blessures, beaucoup de chaos. Beaucoup de choses absolument violentes de leur enfance. Et ce qui fait que je trouve mon compte par ce biais-là. Mais c'est vrai que je suis toujours surprise d'à quel point le monde est blessé, quoi. Et parfois, c'est des blessures qui ne... Je crois d'ailleurs que ce qui est le plus violent, c'est pas forcément les blessures qui s'expriment, c'est parfois les blessures qui ne s'expriment pas et qui se cachent derrière une certaine forme de déni. Et en fait, dans toutes mes expériences psychédéliques ou avec les médecines sacrées comme l'ayahuasca, je suis allée développer des... Est-ce qu'on peut parler de facultés? Peut-être. Alors au-delà de mes visions, parce que j'ai de plus en plus de visions, jusqu'à me connecter aux morts, hein. Mais au-delà de mes visions, j'ai développé un truc de clairvoyance qui va vraiment... En fait, j'ai juste à fermer les yeux et mettre la main comme ça. Si je décide de m'y connecter, je le fais pas tout le temps, mais mettre la main vers la personne, je sais déjà tout ce qui s'est passé dans la lignée. Et même les zones d'ombre, c'est-à-dire que nous avons tous, soyons d'accord, mais il y a une différence entre zone d'ombre que tu vas regarder, exploiter, plonger dedans, et zone d'ombre que tu te fais croire à toi-même que tu n'as pas. Et en fait, je vois toutes les postures, je vois tous les récits que les gens se racontent, je te parle même pas de quand j'allume la télé, voilà. Mais d'ailleurs, je n'allume pas la télé, j'ai pas de télé. Mais je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, au-delà de ce que la personne se raconte. Oui, parce qu'on est tous dans nos histoires. Mais les histoires, ça nous protège. Indéniable. C'est une façon de nous protéger. Ouais. Et bien peut-être que pour revenir au détachement, c'est marrant parce que là tu parles de protection, mais je ferai un lien entre les deux. Peut-être que je suis si détachée, mais également parce qu'en fait j'ai plus grand-chose à protéger de moi. Mais pour moi c'est lié. C'est-à-dire qu'en fait, quelque part, pendant longtemps quand j'étais attachée, je m'attachais aussi à mes récits. Et je m'attachais aussi à ma protection. Aujourd'hui, dans cette certaine forme de détachement, parce que j'ai aussi un détachement de moi, c'est-à-dire qu'en fait, je peux pleinement m'abandonner à une situation sans avoir crainte qu'on me voie aujourd'hui. Tu peux y aller. Il n'y a rien à cacher. Tu vois, je m'abandonne. Et quelque part, du coup, ça crée une certaine forme de détachement. Je pense que quand tu es très attaché à l'autre, tu es aussi attaché à tes récits. Bien sûr. Moi, ma coach l'année dernière, elle me disait souvent ah, mais ça, c'est ton problème, chérie. Voilà. Voilà, on est même attaché à nos problèmes. Et voilà. On est attaché à nos problèmes, c'est exactement ça. Et à nos récits. Mais moi, et puis surtout, c'est ça aussi que ces derniers temps, moi, je fais de plus en plus de thérapie ou de coaching qui passe aussi par le corps parce que moi, j'étais beaucoup dans mon mental et les histoires et alors et pourquoi et en fait, il s'est passé ça parce que ça et puis ça, machin. Enfin, moi, j'aime bien dire Homo sapiens, c'est devenu très fort le jour où il a pu inventer des histoires, y croire et les faire croire à ses camarades. Les plus grands exemples de ça, c'est les religions. Mais parce que c'est quand on croit tous une histoire collective, c'est ce qui nous fait qu'on arrive à se fédérer à plusieurs milliers, plusieurs millions de personnes. Et se faire peur. Oui, effectivement, tu vois. Et en fait, là, la question qui me vient, justement, comment est-ce qu'on peut continuer à se raconter des histoires, parce que c'est une faculté d'Homo sapiens, sans les prendre pour la vérité, en fait, quelque part. Tu vois, c'est pour moi ne pas être attaché à ces histoires, mais pouvoir changer d'histoire aussi. Est-ce qu'il y a un chemin de... Par exemple, ma prof de yoga de Rose Méthode, que j'embrasse, que j'adore, que j'avais invitée sur le podcast, elle m'avait dit un truc un jour qui est resté. Elle m'avait dit, Mounia, si tu te racontes les mêmes histoires au bout de 6 mois, c'est pas intéressant, c'est que t'as pas évolué. Que à l'instant T, tu te racontes une nouvelle histoire, un changement de paradigme, qui, tu sais, l'effet waouh de j'ai compris ça, alors parce que j'ai fait une thérapie ou parce que je sais pas, j'ai juste une nouvelle idée. Sur le moment, effet waouh, ça te fait bondir en conscience, en machin. Mais elle me disait, mais oui, mais super, l'histoire qui a fait effet waouh il y a 6 mois, peut-être que là, elle est périmée. Si tu la gardes trop longtemps, c'est qu'en fait, t'évolues pas. Change tes histoires quelque part. C'est intéressant, c'est très intéressant. Ouais. C'est une fille intéressante. Mais j'irai l'écouter ce podcast. Mais ça te fait te dire qu'en fait, la majorité des humains
se racontent des histoires pendant beaucoup plus... Enfin, c'est beaucoup plus long que 6 mois. Ils se gardent la même histoire toute leur vie. Ah oui, c'est beaucoup plus long que 6 mois. Je sais pas, ça t'est jamais arrivé de croiser comme ça une personne dans la rue, enfin une personne t'interpelle. Ah Mounia, comment tu vas depuis le temps? Et puis vous échangez, mais le temps de 10 minutes. Hein. Elle a pas bougé. Il y a rien qu'à bouger. Alors, il y a rien qu'à bouger. Il y a forcément des trucs qui ont bougé, mais c'est pas flagrant, quoi. Tu vois, c'est pas flagrant. On avait rigolé, alors ça fait longtemps, hein. En plus j'ai de l'affection pour eux, mais j'avais un ami avec qui on était au lycée, on est venus en prépa ensemble à Paris, et on a toute notre bande d'amis du lycée de Marrakech, etc., dont la plupart, ils ont à peine, limite, ils sont venus étudier à Paris, mais ils sont restés potes entre eux, ils ne sont pas fait de nouveaux amis non plus. Puis dès qu'ils ont pu, ils sont rentrés à Marrakech. Tu vois, bon, ben, tant mieux, c'est une vie qui leur convient et tout, mais on avait rigolé un jour avec cet ami en disant ils n'ont pas bougé d'un iota. Et c'est toujours, et il me dit non mais arrête, machin, des fois il a des nouvelles idées. Eh les mecs, on va en boîte, on pose une bouteille. Donc comme quand on avait 18 ans, quoi, si tu veux, c'est resté alors qu'on avait 10 ans étaient passés, et c'était toujours ça, le truc de on va en boîte, on pose une bouteille, c'est pour dire que ça n'avait pas bougé, quoi. Ouais, ça n'a pas bougé. Mais tu sais, parfois, s'il n'y a pas de bouleversement, s'il n'y a pas de chaos de vie, je reviens à la notion de chaos. Hein. Si la vie, elle t'apporte pas une certaine forme de chaos, il y a très peu de chances que tu te remettes en question. C'est rare quand même la personne qui se réveille un matin qui dit tiens donc, alors aujourd'hui, je vais faire bouger des certitudes, des récits de vie ou des habitudes. Les gens sont dans des souffrances. À la limite, si tout va bien, bouge pas. Mais les gens sont dans des souffrances et ne bougent pas. Parce qu'on leur a pas appris à bouger. Quand même, alors j'en fais pas une vérité là-dessus, hein, mais si je me base sur tout mon entourage en l'espace de 15 ans, toutes personnes rencontrées, etc., celles qui ont le plus bougé, c'est celles pour lesquelles il n'y a pas eu le choix. C'est-à-dire que la vie les a poussées à bouger parce que, en fait, on a presque bougé des choses à leur place. Parce qu'un bouleversement de vie, tu sais, des décès de folie, tu tombes malade, ton enfant meurt dans un accident de voiture. Mais est-ce que du coup, ça veut dire que il faut... Je fais un énorme raccourci, mais est-ce qu'il faut souffrir pour avoir des prises de conscience? Pour s'éveiller spirituellement même? Est-ce que c'est un passage obligé, la souffrance? Si tu je détiens pas la vérité. Hein. Encore une fois, c'est un podcast et tu me poses la question à moi, parce que plein de personnes te diraient que non. Ouais, moi, ça me semble comme une évidence. Mais en fait, la souffrance t'emmène dans des profondeurs. La souffrance, c'est très intérieur. Hein. Donc, ça t'emmène vers des profondeurs qui sont assez inexploitables si tu ne vis pas la souffrance. Quelque part, la joie, même si elle vient du cœur, la joie du cœur, elle va vers l'extérieur, la joie. Donc, elle va vers les autres. Donc, tu peux t'éviter toute ta vie quand tu es en joie, ou soi-disant en joie. Tu es tourné vers l'autre. La souffrance te permet d'aller regarder quand même des profondeurs. La souffrance t'oblige. Elle t'oblige. Ouais. Elle t'oblige. Donc, sous peu qu'il n'y ait pas eu Même si je suis intimement convaincue qu'on a tous, quelque part, souffert de quelque chose. Même les vies les plus confinées, quelque part. Mais c'est vrai que quand tu as des grosses souffrances, c'est là où tu as les plus grosses remises en question. Et parfois aussi, tu as des personnes qui stagnent dans leur souffrance toute leur vie et qui ne se relèvent jamais. Hein. Mais si tu arrives à transmuter des souffrances... Ah ouais. C'est quand même... de la matière première. C'est de la matière première. Hein. C'est drôle, c'est une conversation que j'ai eue brièvement avec une personne avec qui j'ai eu une aventure pendant 6 mois. Et on avait du mal à se rencontrer. C'est-à-dire qu'on était en fusion, il y avait une très belle alchimie. C'était des âmes, les âmes étaient en fusion. Mais dans la matière, dans la vie de tous les jours... Moi, j'arrivais pas à rencontrer cette personne et j'arrivais pas à aller dans ses profondeurs, là où il n'est pas allé. Et il n'arrivait pas à saisir là où je suis allée. Et ce qui fait qu'on était dans un truc assez superficiel, ou avec une alchimie d'enfer, il n'y a pas à dire, mais moi, ça me suffit pas aujourd'hui, évidemment. C'est pas assez dense pour moi. Et on a eu une conversation le moment où on s'est quitté sur ça, et il me disait, mais Charlotte, arrête d'être matrixée avec l'idée que pour avoir des prises de conscience... il faut impérativement souffrir ou avoir vécu des choses. Et en fait, ce que je lui disais, t'as raison, je vais pas rester là-dessus parce que c'est en rien une vérité. Il s'avérait juste que je me suis rendu compte que quand tu as vécu beaucoup de choses et que tu as souffert, t'as pas eu le choix parfois de t'abandonner à beaucoup de choses. Tu tombes dans la souffrance, tu tombes, c'est un vertige, tu tombes. Et en fait, quand tu tombes, le fait de plus autant avoir la peur de tomber parce que ça y est, t'es tombé, tu fais souvent les choses avec beaucoup plus d'intensité. Et quelque part, quand tu n'as pas eu cette chance d'être tombé, très souvent,
parce que tu as la crainte de tomber un jour, tu vas te protéger pour être sûr de ne jamais tomber. Et en tout cas, c'est ce que j'en fais pas une vérité de tout ça, mais c'est ce que j'ai remarqué. C'est ton expérience. Mon expérience, et j'ai quand même accompagné des femmes pendant 10 ans. On parle de 10 ans. Tu en as vu plein. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai accompagné des femmes pendant 10 ans. J'ai toujours été quand même assez sociable, ce qui fait que j'ai fait beaucoup de rencontres. Avec le temps, d'ailleurs, je suis beaucoup plus exigeante sur tout ça. Et puis après, j'ai rencontré beaucoup de personnes aussi dans mes parcours chamaniques. Et à savoir, on se livre beaucoup dans nos vulnérabilités, mais les plus viscérales dans ces parcours-là. Et c'est vrai que, quand même, je me rends compte que une certaine forme de sagesse s'acquiert quand même dans la souffrance. Je regarde l'heure. Hein. On pourrait parler comme ça pendant encore... Des heures. Ça m'a beaucoup touchée. Je savais pas trop où on allait, mais je trouve qu'on a... Eh ben, on est allé. On y allait. Ouais, très bien. C'était vraiment... Et tu vois, là, c'est... Je te disais, j'avais peur. Je comprends mieux. Je dis pas que j'ai plus peur. Je dis que je comprends mieux pourquoi ça a déclenché ça chez moi. Pourquoi ça m'a fait peur. Pourquoi ? Je pense que c'est le truc, la peur de tomber, la confusion entre être détaché et s'en foutre. Et être un peu, quelque part, tu vois, je m'en foutisme. Et un côté... et je pense, même, je pense pas, j'en suis sûre, la peur de vraiment ressentir la souffrance. Parce que pendant que tu parlais de la souffrance, là, j'ai senti tout mon ventre qui disait, c'est là, tu viens quand tu veux. Mais tu as déjà ressenti, tu n'as jamais ressenti une souffrance très forte ? Si, énormément, mais je pense que pour l'instant, je suis à un niveau de mon chemin où je vais pas encore vraiment dans le fond de la tristesse et de la peine. J'y vais, je commence à y aller. Il y a quelques années, je n'allais jamais dans la tristesse. Moi, mon émotion par avant, c'était la colère et en général, il y avait de la tristesse derrière, mais pour y aller, c'était... Les gens qui me connaissent très bien savaient que quand je les agressais, il fallait me prendre dans les bras et attendre que je puisse pleurer. Donc ça, c'était il y a longtemps. Là, maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise avec la tristesse. Mais je pense qu'il y a encore un layer, une couche de souffrance. Je pense pas que je suis allée dans la souffrance. Je pense que je suis allée dans la tristesse et qu'il y a une souffrance en moi qui veut pas être ressentie. J'ai dû me dissocier. Je pense que... donc, c'est ça qui a dû protéger, tu vois. Parce que je vois bien même dans mes connexions aux gens comment je mets des barrières. Oui, je mets des petits murs. Que je cache bien parce que je suis aussi très avenante et je sais créer des liens avec les gens. Mais je pense que je le fais dans un certain contrôle. Et donc, je pense que c'est ça qui m'a... Mais tu vois, c'est intéressant parce que j'entends que le podcast va probablement se clôturer, mais pour en revenir... On va se faire virer. Quand même, brièvement, pour revenir à la notion de détachement et pour rebondir sur ce que tu es en train de dire, c'est qu'en fait, malgré mon détachement, aujourd'hui, en tout cas, je peux le dire aujourd'hui, ça évoluera peut-être dans quelques années, mais aujourd'hui, quand je m'engage, et quand je dis m'engager, c'est m'engager tout en majuscule, peu importe du sujet, hein, mais je suis pleinement là. En revanche, en quoi mon détachement, comment est-ce qu'il se manifeste ? Si ça le fait pas, ça le fait pas. Et ça vaut sur tous les plans. C'est-à-dire que ça peut être une situation, ça peut être une relation, ça peut être, tu vois, c'est que je suis très en présence. Mon détachement, il se manifeste dans le accueillir ce qui vient. Mais accueillir ce qui vient jusqu'à un départ, une rupture, un décès. Mais accueillir ce qui vient aussi en termes de puissance de l'engagement. Et tu vois, ce détachement-là ne me fait pas pour autant ne pas aimer. Au contraire, j'ai jamais de ma vie autant aimé avec sincérité, densité et liberté quelque part. Et je me rends compte qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment de cette manière-là. Et beaucoup de personnes qui sont dans l'attachement sont dans l'ego, sont rarement dans cette liberté-là. Dans l'ego, dans les blessures. Totalement. Mais l'ego découle des blessures. Hein, c'est pas... l'ego découle des blessures. Et sont souvent dans le contrôle. Et mon détachement, en fait, je me suis peut-être détachée du contrôle avant toute chose.
En fait, c'est voilà, le premier sujet dont je me suis détachée, qui n'a pas été le cas toute ma vie, vu qu'on parlait avant de la domination, voilà, c'est je me suis détachée de toute forme de contrôle. Quand je m'engage, c'est pleinement, mais c'est d'une façon... m'abandonne, quoi. Oui. En revanche, quand je veux plus, je veux plus. Et comme mon ventre, il n'y a aucune forme de trahison ou de prostitution, entre guillemets, à mes besoins. Donc, en fait, je sais m'écouter en présence. Donc, c'est pas parce que je m'engage avec vraiment abandon aujourd'hui à 19h que ce sera la même chose demain à 20h. Je suis en présence. Oui, ton corps te parle beaucoup, entre guillemets, tu es très connecté à ton corps. Ce que tu disais au début. Énormément. Donc, il n'y a aucune trahison de ce que me raconte mon corps. Mais je me suis détachée, en tout cas, des récits quant au futur, des récits quant au passé, des récits quant à la posture, à l'identité. En fait, je suis rien, et je suis peut-être tout à la fois, bourrée de polarité. Mais ce qui est certain, c'est que je ressens que le cœur est très ouvert. Parfois, je fais même des transes la nuit, c'en est vertigineux, où je ressens juste un... Waouh! D'ailleurs, j'ai souvent Jésus et la Vierge Marie qui m'apparaissent la nuit, mais c'est assez vertigineux l'amour que je ressens aujourd'hui. Mieux vaut Jésus et la Vierge Marie que Trump et Sarkozy. Et que Trump et Sarkozy. Mais c'est vertigineux ce que je ressens. Et c'est drôle parce que ma dernière relation que j'ai eue, en fait, c'était trop étroit pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, moi, aujourd'hui, j'ai envie de l'amour. Et vous avez entendu, messieurs, si vous êtes célibataire, Charlotte veut de l'amour. Mais c'est pas c'est vraiment le cœur ouvert, quoi. Le cœur ouvert. Bon. Charlotte, j'ai été ravie de te recevoir. Merci beaucoup. Cette conversation m'a beaucoup touchée. Merci beaucoup. Et ça a ouvert des pistes, tu vois. Me faire coacher dans mon podcast, j'adore. Trop cool. À bientôt. À bientôt. Salut.